s'est mis en forme. Vous n'avez pas vu la petite chorégraphie, mais ça valait le coup. Bienvenue à vous. Vous êtes dans Ensemble, c'est mieux sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous retrouver. On va découvrir ce matin la valeur insoupçonnée des instruments de musique aux enchères. Et Carole Jézéquel est là pour ça. Bonjour Carole. Bonjour, bonne année à tous. Bonne année. Ne pas négliger en effet ces petites boîtes noires, souvent très abîmées et qui sont dans les greniers au-dessus des armoires. Il faut surtout les ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Bon, alors on verra ça dans quelques instants. Noir, justement, transition toute trouvée vers les salles obscures où nous emmènera Karl Bozek. Karl, vous êtes allé au cinéma. Oui, je suis allé au cinéma hier voir un film très peu médiatisé, c'est bien dommage. C'est un film français, une comédie sensible, dramatique qui s'appelle Un vrai bonhomme. Bon, on verra ça dans quelques instants. Merci beaucoup. On parlera également des plantes d'intérieur. Elles connaissent un vrai succès. On apprendra un petit peu à mieux les connaître. Et puis, le magazine Littoral présentera ce week-end un documentaire sur les nouveaux aventuriers de l'écologie. Vous verrez cela. Sans oublier, bien sûr, l'agenda culturel de Sabine Marie-Murg et puis Billy à la SPA de Rennes qui nous proposera ce matin un petit chat à adopter et il s'appelle Mouche. Voilà, bienvenue à vous tous. Je vous le disais en introduction, on va parler des plantes d'intérieur ce matin. Vous êtes de plus en plus nombreux à en acheter. Elles remportent un vrai succès. Il y en a quelques-unes sur ce plateau. Petit test, celle qui est à côté de vous, Émilie Sivet. Bonjour. Bonjour. Celle qui est à côté de moi est un Beaucarnéa. On peut aussi l'appeler le pied d'éléphant. Très bien. Bon, alors on verra ça dans quelques instants. Pour l'instant, petite introduction en images. Elles sont belles tes plantes. T'as la main verte. Oh, faut juste veiller au grain. Nous achetons toujours plus de plantes d'intérieur. 54% des Français en ont acheté au moins une en 2018. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les moins de 35 ans qui sont les plus consommateurs. Oui, mais c'est pas le tout d'acheter un beau ficus, un yucca ou un aloe vera, encore faut-il le maintenir en bonne santé. Tout d'abord, veillez à ce que votre plante ait suffisamment de lumière. C'est souvent la première cause des ennuis. Ne la placez jamais à plus d'1,50 m d'une fenêtre, sinon vous empêchez la photosynthèse indispensable pour qu'elle vive. A l'inverse, attention à ne pas brûler ses feuilles en l'exposant à trop de lumière. Plein sud derrière une vitre par exemple. Et point trop d'arrosage, autre cause fréquente de décès des plantes. Mieux vaut pas assez d'eau que trop. Un excès d'arrosage va priver les racines d'oxygène et les faire pourrir. Par contre, n'hésitez pas à vaporiser de l'eau sur les feuilles car la plupart des plantes d'intérieur sont tropicales et ont besoin d'une hygrométrie élevée. L'astuce ? Des billes d'argile au fond du pot, l'eau s'évapore doucement en épargnant les racines. Point trop de chauffage non plus. La température idéale se situe entre 17 et 19 degrés. Ok, avec tout ça, interdit de se planter. Et on ne risque pas de se planter puisque nous sommes avec une experte ce matin, Émilie Sivet. Bienvenue à vous à nouveau. Bonjour. Vous êtes responsable du rayon serre chaud des plantes d'intérieur au magasin Vert de Béton. Est-ce que vous avez effectivement constaté la jeunesse des acheteurs, On dit qu'ils sont de plus en plus nombreux à acheter des plantes d'intérieur, les moins de 35 ans. C'est vrai? C'est une vraie tendance? Oui, c'est une vraie tendance actuellement. Je pense que déjà c'est un élément de décoration qu'on peut retrouver à la maison. C'est aussi une plante qui va être durable, qui redonne à la maison un certain apaisement aussi. Une fois qu'on a fini notre journée, tout va tellement trop vite aujourd'hui qu'on a envie d'avoir ce côté un petit peu zen, côté un peu jungle à la maison. Et parfois, ça permet aussi de dépolluer nos intérieurs. Alors, on va y revenir dans quelques instants, justement. Avant toute chose, on peut peut-être faire un peu la différence, justement, entre plantes d'intérieur et plantes d'extérieur. Ça paraît une évidence comme ça, mais il faut peut-être expliquer un peu la différence de variété. Alors, la différence, en fait, qu'on pourrait avoir entre les plantes d'intérieur et d'extérieur, c'est que finalement, les plantes d'intérieur, elles sont cultivées par l'homme et en pot, mais issues de milieux souvent tropicaux ou désertiques. C'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans nos régions tempérées. D'accord, donc ce sont des plantes tropicales, la plupart Exactement. du temps. D'accord. Il existe des grandes familles peut-être de plantes d'intérieur? Alors, en jardinerie, nous, on va classifier les plantes de différentes manières. On va avoir la grande famille des plantes vertes, la grande famille des plantes fleuries. On aura aussi les orchidées, les cactus et les plantes grasses, les succulentes. Et en dernier, on aura les bonsaïs. D'accord, donc une grande famille. Oui. Que vous demande-t-on le plus souvent en magasin? Est-ce qu'il y a des tendances actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent un peu du lot? Actuellement, ce qu'on va nous demander majoritairement, c'est une plante qui va être plutôt graphique. C'est une plante qui va durer dans le temps, qui va
Il ne faut pas trop arroser. Il ne va pas falloir trop arroser non plus. Très peu d'entretien. C'est vrai que c'est un peu la plante miracle. C'est ça. La plante qui vit toute seule, la plante intelligente, c'est ça, comme dit Adélaïde, exactement. Il y a peut-être des variétés quand même qui ressortent un petit peu plus. Par exemple, on parle d'écologie beaucoup, évidemment, à l'heure actuelle. Les plantes dépolluantes connaissent un vrai succès. Les plantes dépolluantes, oui. Effectivement, les plantes dépolluantes. Lesquelles, par exemple on parle de Par exemple, on peut avoir le chlorophytum. Alors, le chlorophytum. Karl Brosek a une petite anecdote à nous raconter. Il aime beaucoup le chlorophytum, je tiens à le dire. Ça n'a strictement aucun intérêt. J'avais des chlorophytums quand j'étais petit et je trouvais que c'était formidable parce qu'un chlorophytum se bouture très facilement, étant donné qu'il produit une espèce de mini-mois au bout d'une tige. Comme ça, il suffit de mettre le mini-mois du chlorophytum dans l'eau et puis on a un nouveau chlorophytum. Et moi, ça m'éclatait quand j'étais gamin. J'adorais faire ça. Petit Karl adorait faire des boutures. Oui. Et maintenant, tout le monde le sait. On pourrait rebondir là-dessus aussi, c'est que c'est une plante qu'on peut retrouver et mettre dans une chambre, en fait. Ah, alors ça, c'est intéressant. On peut... Et dans une chambre d'enfant. Parce que ça apporte quoi ? Alors, elle va nous apporter un maximum, en fin de compte, d'oxygène. Et il y avait un peu, pas ce dicton tout fait, mais... on disait, ne mettez pas de plantes dans les chambres, on va s'asphyxier avec le rejet de dioxygène. Ouais. C'est vrai quand on va en avoir beaucoup. Parce que finalement, on peut constater qu'une plante, elle va dégager 40 fois moins de dioxyde de carbone qu'un être humain. Et dans les salles de classe maintenant, j'ajoute que moi, en début d'année, ils ont proposé que les enfants ramènent dans les salles de classe, donc ça doit se savoir aussi maintenant. Oui, les salles de mieux classe. Oxygéner les cerveaux. Pensez au bureau. Voilà. Et pensez au bureau, tous un chlorophytum. Vous allez avoir un paquet de boutures à faire, Karl. Allez, je m'y mets. Donc il y a la fougère de Boston également en plante dépolluante qui est bien. En termes de décoration, là, vous disiez le monstera qui est assez... Le monstera deliciosa, qui est une plante avec un gros feuillage en fin de compte découpé qu'on retrouve assez souvent maintenant sur les tissus, sur les papiers peints. C'est vraiment un élément de décoration qui revient à la mode. Qui a inspiré donc... qui réinspire... très années 70. Oui. Ouais. On le voit bien d'ailleurs à l'image. Les plantes qui demandent assez peu d'entretien, on imagine qu'elles sont assez prisées, celle qui est à côté de vous en fait partie. Le pied d'éléphant à côté de moi, qui demande une jolie luminosité. Et qui va demander finalement un arrosage une fois tous les 3 semaines quasiment. C'est bien ça. Et alors, ce qui est formidable aussi avec le pied d'éléphant, c'est qu'il se bouture aussi et que vous pouvez obtenir un éléphant entier. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est spectaculaire. Tout du moins le pied. Au moins le pied. C'est déjà ça. Bon, on l'a compris ce matin, nous sommes à la recherche de la plante idéale qui ne demande aucun entretien. Alors il y a aussi la question de la lumière. Je vous propose d'écouter la question d'un téléspectateur. J'aime les plantes. Mon problème, mon appartement est sombre et je travaille beaucoup, j'ai vraiment pas du tout le temps de les entretenir. J'affectionne particulièrement les cactus ou les succulentes ou autres plantes grasses. Mon problème, c'est que elles meurent, elles tiennent vraiment pas. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez comme plantes qui demandent vraiment pas beaucoup de soins et qui sont pas très exigeantes en lumière? Merci. Alors, la plante qui ne demande pas beaucoup de lumière. Et très peu de soins, on en revient un petit peu à la plante miracle. Alors déjà, quand on a un appartement où la luminosité est très faible, on évitera les plantes de milieu méditerranéen ou désertique, comme les plantes grasses, les succulentes et les cactus. Voilà, on choisira finalement plutôt une plante qui, dans son milieu naturel, va plutôt être en sous-bois ou sur un milieu rocheux. Les endives, donc. Non, du coup, on va pouvoir retrouver la fougère de Boston. La fougère de Boston. Qui, elle, aura besoin d'une lumière, oui, mais en indirect. D'accord. Ça, c'est important. Il y a les amioculas également. Oui, c'est ça. Alors, celle-ci, elle, qui vient de l'Afrique de l'Est, elle est très robuste déjà. Donc, pareil, au niveau de l'arrosage, de l'entretien, c'est une fois tous les 3 semaines, voire une fois par mois. Elle n'a pas du tout besoin de lumière directe. Donc, on pourra... Voilà, Oui, on pourra même les reculer jusqu'à 2 voire 3 mètres dans l'intérieur en évitant les angles morts. D'accord. Bon, voyez, parfait. Mickaël, vous avez quelques conseils donc pour votre intérieur. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes des amoureux des plantes les uns des autres. Carole, je sais qu'elle adore. Autrement dit, la plante devient un meuble aujourd'hui. Voilà, c'est un élément mobilier à part entière de décoration aujourd'hui. À quand des plantes en salle des ventes? Pourquoi pas?
Adélaïde, je sais que vous avez offert à votre sœur à Noël un terrarium. Tout se sait, hein. Tout se sait, Oui, tout se avec la sait. télé, c'est un peu télé-ragot, télé-couloir. Alors justement, je vous propose de retrouver maintenant notre experte déco, Aurélie Le Bolloc. Elle va nous donner quelques conseils pour en faire un terrarium. Bonjour, je m'appelle Éléonore. Je m'appelle Lucien. Bonjour, je m'appelle Ginette. Aujourd'hui, Aurélie va nous donner des astuces pour végétaliser son intérieur grâce à un terrarium. Bonjour Éléonore, bonjour Ginette, bonjour Lucien. Bonjour. Bonjour Aurélie. Ça vous dit de créer un petit coin de nature miniature pour votre intérieur? Ah oui, avec plaisir. Aujourd'hui, je vous donne la méthode pour végétaliser votre maison avec un terrarium. On y va? Oui, On y va. On commence avec les billes d'argile. Les billes d'argile, elles vont vraiment servir à drainer notre eau de façon à ce que les plantes n'aient pas les racines dans l'eau par la suite. On passe maintenant à la deuxième couche, le sable. Et il faut que ce soit uniforme? Alors justement non, tu peux former des petites collines, des petites irrégularités de façon à ce que tu aies un résultat plus naturel. On va rajouter une cuillère de charbon actif. Éléonore, tu sais ce que c'est le charbon actif? Pas du tout. Tu m'expliques. Eh bien en fait, le charbon actif, il va avoir des propriétés purifiantes. Ça va empêcher les bactéries de se développer dans ton bocal. Maintenant, dernière étape de notre sol, il va falloir qu'on mette la terre. C'est quand même l'étape indispensable pour que notre plante puisse ensuite vivre et se développer. On va passer aux reines du bal, les plantes. L'important pour que vous ayez une composition harmonieuse, c'est de choisir des plantes qui sont différentes les unes des autres. On va prendre la plante et retirer l'excès de terre. On vient placer un peu de terreau à la base de notre plante et on tasse avec les doigts ou avec la cuillère pour que la plante soit bien stable. C'est maintenant le moment de faire en sorte que notre terrarium ressemble à un vrai paysage. On va commencer par ajouter une couche de gravillon blanc. Ça a deux utilités, le gravillon blanc. La première, c'est que du coup, visuellement, notre plante, ça va la mettre en valeur. La deuxième utilité, c'est que quand on va arroser notre plante, on ne viendra pas salir notre vase en arrosant la terre et en créant une sorte de boue. Et ensuite, on vient agrémenter avec des pierres, des branchages. Voilà. Moi, je vais choisir plutôt des éléments assez imposants pour donner un peu de corps à ma composition. Ça peut être aussi en volume, pourquoi pas un morceau de bois qui dépasse. Voilà, ça donne un peu de substance, un peu de corps à votre composition. Et voilà comment, au final, avec très peu de matériel, on peut facilement faire rentrer un peu de nature dans son salon. On résume. Pour végétaliser sa maison avec un terrarium. Premièrement, déposez au fond d'un vase des billes d'argile, du sable, du charbon actif et de la terre. Formez des couches irrégulières afin de donner un aspect naturel à votre terrarium. Choisissez ensuite vos plantes. Retirez l'excès de terre autour des racines et plantez-les. Et pour finir, ajoutez une couche de gravillon blanc pour mettre en valeur les plantes, puis agrémentez avec des éléments naturels pour donner du volume à votre composition. Et voilà, vous êtes incollable sur le terrarium. Après cette petite note végétale, nous allons passer aux notes de musique avec vous, Carole Gézéquel. Bonjour à nouveau. On va faire un zoom sur la valeur insoupçonnée des instruments de musique. Vous nous avez fait un super teaser en introduction. C'est vrai que ça a des valeurs incroyables. Ça peut monter très très haut. On reste dans le bois, là. Vous voyez, on reste dans le bois encore parce que tout va venir du bois. Alors, évidemment, vous connaissez Stradivari, vous connaissez l'école de Crémone. Ce sont les Italiens les premiers à créer des instruments assez incroyables. Toujours avec ces bois de là-bas, d'Italie. Mais ensuite, les ducs de Lorraine ont rapporté de leur voyage d'Italie, justement, ce goût pour les instruments. Ça a commencé par la viole, le violon. Et ils sont arrivés, et ça s'est développé surtout à Mirecourt, dans ce village des Vosges, évidemment près des épicéas, pour fabriquer. Il y a une école de Mirecourt, il n'en existe qu'une en France aujourd'hui, qui forme des luthiers. Et c'est un art assez incroyable. Sachez que pour fabriquer un violon, il faut près de 80 pièces différentes. Et tout est fait à la main. C'est impressionnant. Donc c'est assez fabuleux. Et ces instruments sont aujourd'hui très collectionnés, puisqu'on a développé finalement un archétype d'instruments, d'équatoires.
et qui existe toujours. Les dimensions sont à peu près les mêmes aujourd'hui. Donc on a atteint un tel degré de réalisation de ces instruments que finalement ça n'a pas bougé, c'était parfait. Alors vous voyez, vous avez ces exemplaires-là, vous avez des luthiers très connus qui avaient carrément des entreprises à l'époque, à Mirecourt au 19e siècle, qui fabriquaient des milliers de violons par an, mais qui les exportaient dans le monde entier. Dans le monde entier, bien entendu. En particulier, celui-ci, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Vuillaume, qui a fait beaucoup pour la réputation de cet art français, là, cette fois-ci. Et donc, la valeur d'un violon, ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de son bois. Le bois va être choisi pratiquement dans la forêt. Ensuite, il va être coupé d'une certaine façon, séché pendant plusieurs années. Il faut que le bois... Et ensuite... Tout va être dans les proportions, dans l'harmonie, dans le vernis ensuite qui va être ajouté. Donc ils ont tous leurs petits secrets. Stradivari, on sait que son vernis, il mettait peut-être de la poudre d'or à l'intérieur. Si ça se trouve. Donc voilà. Et donc un violon comme celui-ci, aux enchères, ça peut atteindre combien? Par exemple, celui-ci, il a été vendu combien? En 2015, celui-ci, il a été vendu environ à peu près 170 000 €. Donc c'est bon, quand on sait qu'un Stradivarius a fait 11 millions d'euros il y a quelques années. Donc ça, c'est acheté souvent par des collectionneurs qui ensuite, ce qui est bien, les prêtent, les confient en tant que mécène à des grands musiciens. Alors, vous faites une vente par an en termes d'instruments de musique à Rennes-en-Cher. Ce sera fin février et d'ores et déjà, la semaine prochaine, vous organisez une estimation gratuite. Voilà. Donc là, nous avons un spécialiste. Ce sont souvent des artisans eux-mêmes, c'est-à-dire ou des archetiers ou des luthiers qui deviennent ensuite des experts pour distinguer évidemment la valeur. Et là, ça sera un archetier qui fabrique donc des archets. Alors ça, c'est pareil, c'est assez méconnu. Vous voyez, regardez, donc un archet, par exemple, vous avez pratiquement, on a l'impression que c'est qu'une baguette, mais il y a 20 pièces différentes dans un archet, et ils sont souvent faits, c'est pas en épicéa, c'est en pernambouc, parce qu'il faut une certaine résistance, c'est un bois assez exotique. L'épicéa, pourquoi on le choisit pour les violons? C'est parce il permet, avec ses ondes, en fait, transférer le son assez facilement. Il faut qu'il soit suffisamment léger mais résistant, parce qu'il y a quand même... Vous voyez, donc là, c'est la plaque de tête, là, il y a de la nacre, il y a de l'ébène, il y a de l'argent. Parfois, les têtes sont faites en or. Donc, c'est assez extraordinaire de voir qu'un archet, c'est indispensable pour le violon, pour le musicien, et que ça peut doper sa façon de jouer et la sonorité de ce qu'il joue. Et en l'occurrence, un jour, on a vendu un très, très bel archet à un musicien assez chevronné de la région, et qui nous a dit, quand j'ai utilisé cet archet avec mon violon, j'avais l'impression de conduire une Ferrari. Non mais c'est vraiment ces mots. Je ne pensais jamais qu'un musicien pouvait... C'est la petite pépite, en fait, c'est une flèche. En fait, il faut, dans cette conjonction, et la valeur d'un archet, ça va être en effet celui qui l'a réalisé, le plus connu, c'était Tourte. Donc en France, toujours à Mirecourt. Donc une signature, mais après, la taille, la longueur... la légèreté, la résistance, la souplesse, enfin tous ces critères font qu'après, il faut le chiffrer. Il peut avoir une valeur. Il y en a qui sont plus ou moins rares, bien sûr. Alors, quand vous faites une vente aux enchères d'instruments de musique, vous faites jouer avant, évidemment, par alors, c'est pas toujours facile, parce qu'on trouve parfois dans des boîtes des instruments qui n'ont plus de cordes. Donc, si ça vaut la peine, on fait remonter par un luthier local. Et après, on appelle un musicien. Et pour le Vuillaume qu'on avait vendu, on avait fait jouer en direct pendant la vente. Parce qu'évidemment, ça vaut être quelqu'un d'illustre, mais il faut que la sonorité corresponde au musicien. Un musicien ne choisit pas un instrument comme ça que à cause de sa signature. Donc il faut que le son lui convienne, il fait corps avec son instrument. Donc il y a eu un moment, mais un petit peu d'extase, c'est-à-dire que moi, juste avant la vente, j'avais presque les larmes aux yeux, avant l'enchère, donc j'avais pas le prix encore. Mais de voir cette musicienne qui jouait pendant ça a duré un certain temps, parce qu'on s'en lassait pas. Donc c'était un moment, émotionnellement, les instruments, c'est très émotionnel. Donc c'est toujours un vécu particulier. Ces ventes-là ne sont pas des ventes anodines. On ne vend pas ça. Ce sont des objets d'art, mais aussi des objets vivants qui sont des instruments pour les musiciens. Donc c'est un tout. Bon, et bien, estimation donc la semaine prochaine à Rennes-en-Cher, ce sera mercredi, jeudi et vendredi. Apportez vos boîtes. Apportez vos boîtes noires. Est-ce qu'il y a que des ventes d'instruments en bois, enfin que des cordes, ou ça arrive d'avoir des ventes d'instruments? Non, on a aussi, on a tous les instruments, mais c'est ceux-là les plus recherchés. C'est vrai, les autres se négocient assez facilement et puis c'est assez tarifé, mais les autres sont plutôt des pièces uniques. Et il y a aussi les instruments, les flûtes en argent. Vous me faites rêver. Voilà.
On va continuer à rêver. Allez, maintenant, on va prendre un petit bol d'air en baie du Mont-Saint-Michel. Elle se découvre aussi l'hiver à pied avec un guide à marée basse. C'est bien une balade vivifiante que vous proposent Pierre Barbin et Karine Andouche. C'est un îlot rocheux, comme posé sur le sable. Une silhouette et un nom mondialement connus. Le Mont-Saint-Michel a résisté aux guerres et aux tempêtes pour être aujourd'hui l'un des sites les plus visités en France. Alors, la Normandie, de ce côté-ci, une baie de 45 000 hectares, avec de l'autre côté son pendant breton qu'on a un peu de difficulté à voir aujourd'hui à cause de la météo. Allez, on va aller par là, vers le large. En bottes ou en chaussons, une balade sur les traces de ceux qui ont écrit l'histoire du lieu. Nous, on est les descendants d'une tradition millénaire qui est celle des pèlerinages, en fait. Donc, on est loin d'être les premiers. Le groupe s'éloigne, mais ne perd jamais de vue le mont et son abbaye. Le petit tour de 2 heures, si c'est marée basse, ma foi, il n'y a pas de grande technique à avoir. La baie a son histoire, sa particularité, mais aussi ses dangers. À certains endroits, le sable devient boueux et parfois même mouvant. Et au bout d'un moment, l'eau remonte, là on voit cette petite flaque, le sable lui descend, et résultat, une fois qu'il est bien réorganisé, le sol il redevient tout dur. Alors, on peut faire des trucs assez fun comme ça, vous voyez, là, sans problème. Hop. Donc là, j'en ai même pas aux genoux. Plus sauvage et moins prisé que la cité médiévale. Un terrain de jeu propice à la découverte. On a une autre vue du Mont-Saint-Michel. Plus que quand on arrive, comme tous les touristes, et qu'on fait la rue principale. On a eu l'impression à certains moments d'être complètement seul. Et c'était ce qu'on voulait, c'était ce qu'on souhaitait découvrir aujourd'hui. Donc c'est très sympa. Tout le phénomène maritime qu'il y a autour, là, c'est intéressant, quoi. Ces histoires de courant, d'ensablement et tout, quoi. Le Mont-Saint-Michel et sa baie se complètent. 3 millions de visiteurs viennent ici chaque année pour découvrir, le temps d'une balade, ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Magnifique. Et on se croit seul au monde, c'est ça, Adélaïde, quand on fait cette promenade. Complètement. Ouais. C'est fabuleux. Bon, ça nous amène à parler du prochain magazine littoral que vous allez nous présenter dimanche à 12h55 sur notre antenne. Vous allez vous intéresser aux aventuriers, alors à la fois du siècle passé, mais également les aventuriers d'aujourd'hui, parce qu'il y en a plein aussi. Oui, alors siècle passé, c'est un film consacré à Henri de Montfret, ça vous dit quelque chose, donc célèbre contrebandier spécialiste de la Corne de l'Afrique, et dans le documentaire qui sera présenté dimanche, c'est son petit-fils Guillaume qui a écrit un ouvrage sur son grand-père qui parlera donc de Henri de Montfret. Un siècle plus tard, dans un monde où tout, on ne le dira jamais assez, va de plus en plus vite, les aventuriers résistent et ne sont pas devenus une espèce en voie d'extinction, mais leur profil s'élargit et apparaît ce qu'on appelle les éco-aventuriers. Alors, c'est quoi les éco-aventuriers? Imagine éco-écologie, oui, environnement. C'est quoi un éco-aventurier? C'est pas mal comme idée, effectivement. Un éco-aventurier ou une éco-aventurière, car ça existe aussi, aime conjuguer l'exploit sportif avec l'engagement écologique. Et en l'occurrence, nous nous sommes intéressés à Julien Moreau. Dans son cas, il a enchaîné, tenez-vous, tour à tour, une traversée à la nage de Jersey à Saint-Malo, un triathlon géant avec 4500 km à vélo, 290 km à la nage et 1150 km de course à pied à travers l'Hexagone. Bon, ça l'a quand même occupé 212 jours, donc pas non plus en 5 minutes. Et en parallèle, Julien s'est arrêté dans les écoles pour transmettre aux élèves l'importance de la gestion de l'énergie, de la biodiversité et des déchets, notamment dans la mer. Alors c'est justement là que nous l'avons rencontré en Normandie avec donc notre présentatrice Marine Barnérias. Il était en escale à Sainte-Mère-Église. On regarde un extrait? Allez, on regarde l'extrait. Et à un moment, il y a une rafale qui m'a surpris. J'étais à la barre de mon bateau. Et là, et mon bateau, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est retourné. Et ça a été tellement rapide que j'ai rien pu faire. Et le mât, au lieu qu'il touche le ciel, il touchait les profondeurs de la mer. Mais pendant que je naviguais, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des belles choses. J'ai vu un dauphin. Ouais. J'ai vu des gros phoques. Alors c'est très drôle parce que les phoques, ils sortent la tête comme ça de l'eau.
Mais j'ai vu aussi des choses moins belles. Par exemple, j'ai vu des déchets. Une fois, j'ai failli me prendre une palette. J'ai vu des gros morceaux de polystyrène. Donc vous imaginez, il a dû finir sur la côte, il a dû se fracasser sur les rochers, sur les cailloux, et ça a fait plein de polystyrène dans la mer. Et j'ai croisé aussi souvent des déchets plats. Les déchets plastiques. Et donc ce plastique, quand il va se dégrader, on l'a vu, c'est pas bon pour la tortue par exemple. Un poisson peut en manger directement. Vous vous rappelez de qui est au début de la chaîne alimentaire dans les océans? Ça commence par un P. Plancton. La majorité de la vie dans les océans, 97%, c'est du plancton. Fermez les yeux. On ferme tous les yeux. On respire. Il y a une respiration qui nous est offerte grâce aux arbres. Et la deuxième, c'est grâce au plancton qui vit dans nos océans. D'accord? Il est formidable. Ah oui, Quelle meilleure un sensibilisation. facteur aussi. Hein. Ah oui, complètement. Le prof idéal, en fait. Ouais, il est incroyable. Bah, après vous, quand même. Parce que, voilà, bon, impeccable. forcément. Mais non, mais il est incroyable. Il transmet de manière formidable et... Ouais, chapeau. Alors, est-ce qu'on peut dire que la notion d'aventurier, elle a évolué ces dernières années, Adélaïde? Alors oui et non, évidemment, on est bien loin maintenant du cliché de l'Indiana Jones, vous savez, avec son fouet recouvert de migales, prêt à affronter les crocodiles, plutôt beaux gosses en général. Mais évidemment, les territoires inexplorés se font de plus en plus rares. Et pourtant, en 2020, il est toujours possible d'être un aventurier. L'écrivain Stéphane Dugas, également membre de la Société des explorateurs français, va nous en donner sa définition. C'est aussi dans l'émission Littoral. Regardez, extrait. Stéphane, j'aimerais avoir ta définition de l'aventurier. L'aventurier, c'est un mot un peu et souvent galvaudé. L'aventurier, étymologiquement, on l'écrivait avec un A, donc c'était quelqu'un qui allait de l'avant. Et aller de l'avant, il y a une part évidemment de risque, d'incertitude et d'inconnu. Alors dans la langue française, il y a eu la mauvaise aventure, les mauvaises aventures, une connotation négative, mais peu importe. En tout cas, l'aventurier, c'est quelqu'un pour moi qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui questionne, qui s'interroge sur le monde et surtout qui fait rêver et surtout qui le partage ensuite avec le grand public. Et depuis tout à l'heure, Stéphane, on parle d'évolution. Est-ce que toi, tu as changé ta manière de penser l'aventure? On change complètement dans sa manière de penser l'aventure au fil des expéditions, au fil des aventures, au fil des expériences qu'on acquiert. Le monde a changé, le monde est en mutation, on le voit partout et pour avoir été au chevet des glaciers en 2006 sur les traces de Paul-Émile Victor, je m'étais trouvé aux premières loges du réchauffement climatique. Là, j'y suis retourné récemment et les choses ont empiré. Donc oui, on change forcément parce que cette vision des Esquimaux de Paul-Émile Victor complètement romantique sur la banquise... Que tu n'as pas du tout retrouvé au final. Non, voilà, et le monde se réchauffe. Les gens changent et nos amis, les Inuits, qu'on appelle comme ça maintenant les Esquimaux, en fait, eux, veulent du progrès et toutes ces images gorgées d'exotisme que je recherchais, elles n'existaient plus. So bad. Un monde qui ne serait plus romantique ni exotique. Qu'allons-nous faire? Bon, vous connaissez donc Littoral, c'est à voir dimanche à 12h55 sur France 3. Bretagne, impeccable. On sera réveillés, c'est sûr. Merci Adélaïde. On va maintenant retrouver l'aventurier et le meilleur prof de philo du monde, Karl Brozek, bien sûr, pour nous parler ce matin de cinéma. Ouais, alors cette semaine, je ne suis pas allé très loin, je suis allé au cinéma, donc l'aventure est un peu limitée, mais je suis allé voir un film dont le titre pourrait faire penser à des aventuriers, puisque ça s'appelle Un vrai bonhomme. Drôle de titre, hein, effectivement, pour un film. En général, quand je dis je suis allé voir un vrai bonhomme, les gens me disent ah bon, c'est avec Chuck Norris. Non, pas du tout. C'est bel et bien un film français qui parle de l'adolescence, qui parle du deuil, qui parle de la construction, de l'identité. Et on va regarder tout de suite la bande-annonce et on en parle après. Eh oui. J'étais pas sûr que tu viendrais. Hein? Bah évidemment que je suis là. Premier jour, nouveau lycée. Salut. Mec, ce qui compte, c'est la première impression. Hé, salut. Pourquoi tu rigoles, frère? Oublie la meuf. Elle est trop stylée pour toi. T'es pas à la hauteur. Tu regretteras pas de m'avoir choisi. Je t'ai pas choisi, j'ai pris ce qui restait. Je pensais passer voir ton frère. Tu veux venir? Il va falloir débarrasser les affaires de Léo. Garde tout. Personne touche aux affaires de On peut Léo. pas tout garder, non? Non. T'as perdu quelqu'un? Tu gères comment? Te tourne pas. Fais le mec mystérieux. C'est juste qu'il est là quand j'ai besoin de lui. Il me rassure, c'est tout. Craque pas, putain, Tom, craque pas. Si t'as pas honte, ils peuvent rien contre toi. Je suis dingue, hein. Complètement schizo. T'as
T'avais pas le choix. T'as fait ce que t'avais à faire. D'accord? Cool et détendu. Léo, il est avec toi là? Parle pas de ça ici, toi t'es dingue ou quoi? Voilà! Tom, personne ne remplacera jamais Léo. Il sera toujours mon fils, ton grand frère. Toujours. C'est fini. Alors dis-moi pourquoi je suis encore là. Je vais y arriver. Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends? T'es à la hauteur. Bon, un sujet assez délicat. Oui, un sujet extrêmement délicat, puisqu'effectivement c'est un film qui parle de la mort, c'est un film qui parle du deuil, en l'occurrence le deuil d'une famille. On l'a compris en voyant la bande-annonce, le grand frère, qui s'appelle Léo, est mort dans un accident de voiture avec son petit frère. Le petit frère a tout vécu, et puis dans cette famille, chacun essaye de se reconstruire un petit peu comme il peut. Et la façon qu'a trouvé le petit frère, Tom, de se reconstruire, c'est de continuer à faire vivre son frère autour de lui. Donc effectivement, le pari était difficile pour le film, parce que ça reste une comédie, ça reste un film où on sourit, et ça peut tomber dans le mauvais goût, dans le travers un petit peu, à revoir toujours ce film-là avec tout le monde autour de lui. Eh bien, ça fonctionne, ça marche. C'est-à-dire que Benjamin Parent, le réalisateur du film, a réussi à signer une comédie extrêmement sensible, à hauteur d'homme, j'ai envie de dire, et qui ne verse jamais dans le pathos, dans le larmoyant, qui ne tombe jamais non plus dans le mauvais goût, dans aucun excès. C'est-à-dire que c'est un regard qui est extrêmement juste sur l'adolescence, sur la famille. Donc là, c'est une vraie réussite de ce point de vue-là. Est-ce que c'est un film où on rit plus qu'on ne pleure ou l'inverse? Ah, compliqué. On fait un petit peu les deux, hein. On rit, on pleure, on est complètement emporté par cette histoire qui est portée aussi par ces deux jeunes comédiens, Thomas Guy et Benjamin Voisin. Il faut mettre une mention spéciale à Benjamin Voisin qui joue le grand frère décédé et qui a un abattage exceptionnel, c'est-à-dire qu'il cabotine tout au long du film, c'est le beau gosse, le gars sûr de lui et qui entraîne son petit frère en essayant de le coacher pour draguer les filles, pas passer pour le ringard du lycée, parce que le petit frère est un peu l'antithèse du grand frère, lui il est un peu timide, il est un petit peu petit, un peu malingre, enfin voilà, le frère était sportif et ce duo fonctionne incroyablement bien. C'est ce duo qui nous fait souvent sourire, voilà, on les voit danser par exemple, c'est assez marrant, mais qui nous émeut aussi énormément parce que leurs rapports, on s'en rend compte tout au long du film, ne sont pas si simples que ça. L'ombre du frère finit par écraser le petit frère et ça c'est très très bien écrit aussi. Le scénario est vraiment remarquable à ce niveau-là, c'est-à-dire que les personnages évoluent constamment tout au long du film et ça c'est pas donné toujours dans ce genre de comédie où parfois comme l'humour, le gars qui fait passer les choses avant, eh bien les personnages n'évoluent pas vraiment. Là psychologiquement il y a une vraie évolution qui est vraiment intéressante. Beaucoup de subtilité dans ce film. Oui, alors il n'y a pas que Tom et Léo, il y a aussi les parents. Oui. Comment sont traités les adultes? Eh bien les adultes sont traités un petit peu en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on se focalise vraiment sur l'histoire de Tom et Léo, mais les adultes, alors déjà Benjamin Parent a quand même choisi deux acteurs exceptionnels. Laurent Lucas, j'adore Laurent Lucas, c'est quelqu'un qui est dans la retenue mais qui arrive à faire passer des émotions incroyables. Et puis Isabelle Carré, alors c'est une longue histoire d'amour entre moi et Isabelle Carré, j'étais fou amoureux d'elle quand j'avais 25 ans. Je suis retourné la voir, elle a vieilli, j'ai vieilli, mais c'est pas grave, on a vieilli ensemble, Isabelle et moi. Et Isabelle, si tu me regardes, je t'avais interviewé une fois il y a très longtemps, mais je t'aime toujours autant. Reviens s'il te plaît Isabelle. Bref, les deux parents sont formidablement bien campés, ils sont aussi dans la pudeur, dans la retenue. Eux, ils ont décidé de faire un autre enfant, et évidemment le petit frère leur en veut pour ça, parce qu'ils disent ils vont remplacer mon grand frère, mais en fait c'est pas du tout le cas. Et ça parle aussi de l'incommunicabilité entre les familles, les adolescents, les parents, ça se passe rarement bien la communication, et là d'autant plus avec ce deuil à porter. Et effectivement, le final ne verse pas justement dans le triomphalisme, ça y est, la famille est réunie, c'est génial, ou alors dans le pathos, dans le triste. C'est très subtil jusqu'à la fin, et le dernier plan, je pense, vous arrachera des larmes parce qu'on se dit ah la vache, ah ouais d'accord. Et pudeur, sensibilité, finesse et surtout une grande justesse pour ce film. C'est vraiment formidable, et je tiens à en parler parce que c'est un film qui n'a pas été très médiatisé. Moi je suis allé voir, il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais vraiment allez le voir parce que c'est vraiment une petite pépite, une véritable découverte. En plus c'est un premier film, donc il faut encourager Benjamin Parent qui je pense fera des choses formidables tout au long de sa carrière. Donc c'est un film que vous nous recommandez, on l'a bien compris. Plutôt deux fois qu'une. Plutôt Oui. 2 fois qu'une. Parfait. Vous irez le voir, Carole, je sais déjà. Oui. D'aller le voir à 2 personnes en particulier. Oui. D'accord. Très bien. Pour des raisons. Bon, on va maintenant évoquer l'agenda avec vous, Sabine. Oui, bonjour. Bonjour. Dans le Finistère, on va bien commencer l'année avec un festival incontournable.
Oui, rendez-vous sous chapiteau à Quimper et en Cornouailles. C'est reparti pour 4 semaines de cirque avec le festival le Cirque Nova. Alors, une nouvelle édition pleine de prodiges et toujours de prouesses avec des artistes bretons et internationaux. Alors, parmi les 14 spectacles programmés, le cirque Trottola et sa dernière création Campana. Les 2 artistes québécois du cirque Héloïse vous ouvrent grand les portes de leur hôtel où se croisent d'étranges personnages. Alors, autre spectacle à ne pas manquer, c'est La Vrille du Chat de la compagnie Back Bucket. Les 5 acrobates du collectif bruxellois repoussent les limites du corps pour enchanter des scènes de vie ordinaire. Extrait, La Vrille du Chat. Uniquement là pour travailler. Incroyable. Incroyable. Hein, ouais. Et il retombe. On a des leçons à prendre en matière de souplesse. Et ils retombent toujours sur leurs pattes. Ouais, Alors du cirque contemporain, donc dans tous ses états jusqu'au 6 février. À ne pas manquer. Donc, alors dans les Côtes d'Armor, bien le piano est à l'honneur, puisqu'on parlait d'instruments de musique tout à l'heure. On continue. Et voilà, avec le hors-saison d'Art Rock qui est de retour. Alors après le succès de sa première édition 2018, place samedi au 2e épisode dédié au piano à Saint-Brieuc. Alors 3 façons d'aborder l'instrument, 3 voix et 3 fortes personnalités féminines. Alors Sarah McCoy, une américaine qui ne chante pas le blues mais qui le vit avec sa rage et sa voix tonitruante. Nash, la petite sœur de M, vous promet un live très chouette. Elle était venue très d'ailleurs sincère. Elle est venue Ah oui, d'accord. Alors voilà, et sinon... C'est une grande famille, cette émission. Oui, c'est incroyable, hein, tous doués, beaucoup de talent. Alors sinon, la Nantaise virtuose Jeanne Chéral qui clôturera de sa voix puissante cette soirée hivernale. Alors on écoute avec son fidèle compagnon, donc le piano, Jeanne Chéral. Un petit extrait de Jeanne Chéral. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent brouter ailleurs, par exemple, dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Et sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis? La talentueuse Jeanne Chéral, qu'on aime beaucoup également. Et là, qui interprétait donc un morceau de Barbara. Et là, elle est avant tout, évidemment, auteure, compositrice et interprète. Et elle vient de sortir son 6e album, L'an 40. Une autobiographie musicale vraiment à écouter. Et donc, ça se passera à l'Hermione, hein, c'est ça, à Saint-Brieuc? Oui. Ce samedi à 19h. Exactement. Merci Laurence. Je n'ai pas appris ma leçon par cœur. Dans le Morbihan, lancement demain d'un festival qui va nous faire oublier les frimas de l'hiver. Et voilà, il s'agit des hivernales, alors de jazz jusqu'au 6 février. Donc Vannes et ses alentours vont vibrer aux couleurs du jazz sous toutes ses formes, savant, populaire, traditionnel, à l'image des multiples influences qui ont forgé donc cette musique. Parmi les têtes d'affiche, la chanteuse Lisa Hurt, une voix puissante aussi et chaleureuse, qui fait écho aux grandes voix de la musique afro-américaine. On l'écoute. Allez. Très, très chouette concert à venir, mais il y a aussi des spectacles. Oui, alors je voulais vous parler de Black Boy du Théâtre du Mantois. Alors c'est une adaptation du roman autobiographique de l'auteur américain Richard Wright, qui raconte sa vie dans le sud ségrégationniste africain du début du XXe. Et là donc sur scène, un comédien-lecteur, un musicien bluesman et un illustrateur de bande dessinée que vous connaissez sûrement, Benjamin Flao. Et voici un extrait donc de Black Boy. Pourquoi est-ce que je ne peux pas manger quand j'ai faim ? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont assez à manger et d'autres pas ? Grand-mère arrive comme une furie. Allez-vous finir, petite maudite ? Tout ça, c'est l'invention du démon et compagnie. Je veux pas de ça dans ma maison. En fait, je ne saurai jamais si l'histoire est vraie ou non.
Mais l'important, c'est qu'elle résonne tout de suite au plus profond de moi comme une vérité. Voilà, écoutez, et puis juste un tout petit mot sur un dernier rendez-vous en Ille-et-Vilaine. Voilà, un événement, c'est la venue donc, de cet opéra de l'inondation du 15 au 18 janvier. Et c'est de Joël Pomera, Francesco Filedei, donc une création à 4 mains. C'est à l'Opéra de Rennes. À l'Opéra de Rennes, à ne pas manquer non plus. Sacré événement. Merci beaucoup Sabine. On va retrouver tout de suite Billy à la SPA de Rennes avec un petit chat ce matin à adopter. Vous êtes bien sur France 3 Bretagne. Avec mes petits chats préférés, les petits rouquins. Moi, je les adore. C'est des personnages. Exactement. C'est des personnages qui ont du tempérament. Gros caractère en général. Bon, là, il n'est pas vraiment roux. Hein. Non, puis on n'est pas vraiment sur un gros caractère. Là, on est plus sur un chat très touchant, très câlin. C'est un chat qui est arrivé chez nous accidenté, donc qui va beaucoup mieux. Et du coup, il est vraiment temps qu'il trouve sa famille. Il est vraiment temps. Puis alors, il y a cette petite particularité d'avoir sa petite langue qui sort régulièrement. Okay, ça marche. Nous, on trouve que ça lui fait vraiment tout son charme. Bah oui, là, en plus, il est un petit peu paniqué parce qu'on l'a sorti de la chatterie. La chatterie. Ça le perturbe un petit peu. Après, voilà, on voit qu'il se blottit contre moi et tout reproduit. Donc lui, il aime tout le monde, les chats, les chiens, les copains, les gens. Alors, c'est vrai qu'il est isolé des autres. Donc du coup, avec les autres chiens, on n'a pas trop eu l'occasion de voir. Ça, après, bien sûr, on pourrait faire le test. Parce qu'il a une maladie ou juste parce qu'il est accidenté? Par rapport à son arrière-train, c'est vrai qu'on préfère qu'il soit tout seul, afin de surveiller qu'il fasse bien ses selles, qu'il aille bien. Chose qui est tout à fait rentrée dans l'ordre, il mange bien, il profite de la vie. Maintenant, on préférera pour lui quand même une vie en appartement. Parce que du coup, vu qu'il a déjà connu la rue, et puis il est un petit peu, pas handicapé, mais il marche plus aussi bien qu'avant. Donc c'est vrai qu'on ne pourra pas escalader les arbres s'il y a un chien ou quelque chose qui lui court. Il sera beaucoup mieux dans un petit environnement sécurisé dans un appartement, bien au chaud, avec son maître sur le canapé. Et on n'a pas dit comment il s'appelait, petit chou? Mouche. Mouche. Mouche, regardons la petite là-bas. Il a une petite tête, remarquez ses petites... Hein, il est mignon comme tout. Non, il est mignon comme tout. Bon, écoute, je vous fais à tous des gros bisous. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, Mouche, il vous attend ici au refuge de la SPA à Rennes. Allez, à plus bientôt. Tard. Merci beaucoup. Voilà, si vous voulez donner du bonheur à un petit chat, vous savez où venir le chercher. C'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. Demain, nous parlerons de la protection des données numériques personnelles. Un vaste sujet, pas évident parce que c'est vrai que ça nous concerne tous. Donc vous verrez cela demain à 10h45. On vous souhaite une excellente journée sur France 3 Bretagne. À demain, Kenavo.